Le Bizomètre, ce sont les actus, rumeurs, Apple qui ont le plus buzzé sur la planète de la pomme et du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, qui est en vacances, je crois, c'est notre ami Laurent Pantanach qui le remplace avantageusement, bien sûr. Toujours. Didier, si tu nous entends. Alors, première news, iPhone 17e et iPhone pliable. Alors, il y a plusieurs infos et je vais essayer de toutes les mettre toutes ensemble. La première info, c'est le fait que le modèle E, qui était en fait je dirais l'héritier du SE, hein. Le SE, c'était ce téléphone un peu avec de la bonne technologie, mais un peu bas de gamme, c'est-à-dire sans tu vois, une bonne puce, mais pas grand écran, pas les meilleurs objectifs, et puis qui était mis à jour tous les 2-3 ans. Mais en fait, il semblerait qu'Apple se dise, et si on faisait une mise à jour tous les ans ? Mais par contre, en décorrélé par rapport aux pros. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sortiraient les nouveaux modèles plutôt qualitatifs au mois de septembre, comme ils le font aujourd'hui. Et puis ensuite, dans 6 mois après, c'est-à-dire au mois de février-mars, serait fait la mise à jour. Et dans cette approche-là, ça donnerait quand même une gamme qui serait beaucoup plus étendue. C'est-à-dire qu'on aurait, oui, le SE, mais on entend parler d'arrivée de pliable. On entend aussi l'arrivée d'un R ou d'un Slim, on ne sait pas trop. Hein. Donc ça veut dire qu'on aurait le modèle 17, le modèle 17 Pro, le modèle 17R ou 17 Slim, le modèle 17E, et potentiellement du pliable, pas forcément là, mais peut-être pour le 18. Ouais. Donc il se passe des choses quand même dans l'univers. C'est pas mal d'infos recoupées, hein, Ming Chico. Ils sont devenus des suiveurs de Samsung. Le 13 mai, il y a la sortie du Samsung Edge, l'équivalent du R, qui sort et qu'on va découvrir d'ailleurs le 13. Ouais, et tout le monde se battra pour avoir un iPhone et pas un Samsung. Non. Ah non, moi pas. Hein. Non, mais et c'est là que je vous adore, les mecs. Moi, je vous écoute. Hein. Et moi, je vous adore, là, quand vous êtes là, ouais, le iPhone 17e pliable, machin, par rapport au Samsung. Moi, je trouve ça génial. C'est pour ça que je vous écoute. Merci, j'étais même pas au courant. Merci ouais, vous suivez le truc à mort. Vous êtes des super geeks du truc. Allez, on revient dans un domaine que qui achète un iPhone pliable parmi vous ? Ça m'intéresse de savoir et pourquoi. Sérieux, moi je teste je suis avec le Samsung Fold depuis quelques semaines, quelques mois, et c'est un outil de travail exceptionnel. D'accord. Exceptionnel, okay. Vraiment. Et avec l'IA embarqué en plus, la vraie IA. Non, mais ça c'est autre chose. Mais on va revenir juste sur on a testé les deux. Donc il y a celui qui s'ouvre comme ça, hein, et puis il y a celui qui se plie comme à l'époque les Starpack. Ouais. Et c'est vrai que en termes dans la poche, c'est sympa. Moi, j'aime. C'est lequel ? Le Fold qui est comme. Le Flip. Le Flip. Moi, j'aime le Flip. À utiliser, je trouve le téléphone hyper intéressant parce que je trouve que ça te fait comme un grand écran, comme un Max aujourd'hui. Mais par contre, ça te fait un petit téléphone un peu plus épais, mais tu vois, dans une poche. Pour un homme, je trouve ça très très bien. En revanche, pas Android, quoi. Tu vois, une fois moi j'ai tout qui est connecté, je fais mes copier-coller tu vois. Donc mon grand malheur, c'est ça. Donc je serais pas opposé à l'arrivée d'un pliable chez Apple. Allez, moi, ce que j'attends, c'est j'attends le smartphone de OpenAI. Hein. C'est ça ce que j'attends, moi. Designé par Johnny Ive, tu vois, donc ce sera... bien sûr. Et puis aujourd'hui, OpenAI est en train de débaucher tout un tas de monde chez Apple, parce qu'Apple rame total sur les AI. Et moi, j'entends beaucoup de gens en train de se barrer chez OpenAI, donc je ne serais pas surpris qu'il y ait un ordi ou un portable un smartphone qui sorte chez OpenAI dans les 18 mois qui viennent. Quoi. Ouais, donc, ça pourrait être une vraie bonne idée. Hein. Ouais, l'OS, ça veut dire que ça sera un OS AI. D'abord, ils ont besoin d'un OS. AI. Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'ils vont aller jusqu'au hardware, hein, je pense. Hein. Et c'est un assistant dans la poche avec la possibilité de capter tout le contexte, etc. Pour moi, ça peut vraiment être un game changer dans le domaine du smartphone. Et faire passer le smartphone en version 2.0, quoi, réellement. On parle des résultats financiers d'Apple, Laurent ? Bon, on peut parler des résultats financiers d'Apple. Donc, comme le disait tout à l'heure Carlos, les Magic 7 ont annoncé leurs résultats et Apple a annoncé les siens. Ils sont moins bons que les autres, mais ils font quand même plus 5%. Alors qu'on a annoncé quelque chose de catastrophique, ils font quand même plus 5%. Je regardais tout à l'heure les chiffres avec compliqué en Chine quand même pour Apple en ce moment. Oui, c'est compliqué en Chine, mais ça va continuer de l'être. Mais ils ont fait sur le trimestre quand même. D'entreprises, d'ailleurs.
Ils ont fait 25 milliards de bénéfices quand même, sur un trimestre. Tu vois ce que je veux dire. Et presque 100 milliards de chiffre d'affaires, quoi. L'iPhone et les services se vendent toujours aussi bien. Pourvu que ça dure. Et l'iPhone représente toujours 50% du chiffre, et les services ont une croissance à 2 chiffres. Donc, oui, chaque fois que vous téléchargez et que vous payez OpenAI, il faut, comprenez qu'il y a une partie de cet argent que vous achetez auprès d'OpenAI qui part chez Apple. Justement. Mais c'est loin d'être con. Ça va changer, l'Europe va s'en occuper, t'inquiète pas. Ça. Alors justement... L'Europe s'en occupe, t'inquiète. Justement, la news suivante, c'est Apple qui a subi une semaine juridique un petit peu compliquée, pour pas dire très compliquée. Donc il y a eu 2 décisions problématiques. La première, astronomique, c'est alors qu'elle avait gagné en première instance. Finalement, elle a perdu face à Epic. Donc c'est un procès qui a duré 4 ans, 4 ans de combat. Et Spotify. Et Spotify, mais ça concerne plutôt Epic. Ouais, mais là c'est Epic qui a vraiment 4 ans de combat. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, la juge qui au départ avait dit bon, ok, s'est rendu compte que Apple avait fait tout ce Apple avait pris, suite au premier jugement, avait pris tout ce qui avait tout ce qui avait été demandé par le juge, et elle a pris les pires décisions possibles sur chacun des points pour bloquer les autres. Je vous donne un exemple, c'est une anecdote, mais par exemple, les URL de paiement devaient être des URL fixes. On ne pouvait pas faire une URL qui changeait. Tu vois, par exemple, avec le nom du produit. Donc, que des choses qui empêchaient, qui rendaient compliqué. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça vient de sauter ce verrou. Donc, potentiellement, c'était 27% en moyenne, 30% sur certains produits, 15% sur certains apps, 15% sur d'autres, ça faisait 27% en moyenne. Potentiellement, ça peut sauter, y compris aux États-Unis, sachant que ça avait déjà sauté potentiellement avec les stores et le DMA en Europe. Donc ça, c'est le premier point. Donc une défaite juridique. Une terrible défaite juridique. D'ailleurs, Apple a très peu parlé. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu une amende de... donc, c'est un juge, je crois que c'est un juge anglais, ça qui est un paradoxal, qui a tranché sur l'utilisation de brevets dans les puces 4G. Oui. Et donc, en fait, c'est la fin, je crois, d'un combat. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 17 ans de combat. Depuis que la 4G existe. Depuis que la 4G existe. Et donc, ils ont été condamnés à finalement payer 770 millions de dollars pour des brevets 4G. On parle et là-dessus, je pense que vous touchez du doigt un truc super intéressant, c'est pourquoi est-ce que Tim Cook a besoin de Trump. Au-delà de ce qu'on a parlé des tarifs, et on va parler de la production chinoise et tout ça, Apple est dans une bataille féroce avec la Commission européenne. Trump déteste la Commission européenne et Apple a besoin d'un allié. Il sait qu'il ne va pas s'en sortir tout seul. Tous les recours juridiques, et c'est pas faute d'avoir mis tous les avocats et d'avoir dépensé des millions et des millions pour essayer de, par lui-même, se sortir de ce pétrin européen. Je pense qu'Apple a compris qu'il ne va pas y arriver tout seul et qu'il a besoin d'une arme fatale. Cette arme fatale, c'est Trump. Et que dans cette négociation des tarifs avec l'Europe, Apple aimerait bien qu'il y ait une certaine souplesse par rapport à Apple qui soit mise dans la balance. Et donc, il a besoin de Trump. Donc là aussi, il faut comprendre cette démarche de Cook parce qu'elle est laissée en parallèle à mettre avec ce combat avec la Commission européenne, je pense. Que je sache, Carlos, le principe de l'abus de position dominante, c'est aussi un concept très américain aussi. Donc, tu penses qu'un Google, comme c'est le cas aujourd'hui face à la justice américaine, ou un Apple, ne pourrait pas être poursuivi aussi pour abus de position dominante aux États-Unis? Et que finalement, ce qui se passe en Europe va se passer d'ici quelques années aux États-Unis, de manière inévitable. Parce qu'un acteur aussi important qu'un Big Tech ne peut pas contrôler l'ensemble d'un écosystème au niveau mondial. C'est pas possible. Absolument. Et moi, je suis entièrement d'accord. Et je pense que l'antitrust est ce qui protège l'économie américaine. Ce qui fait que, à l'inverse de la France, on a dans nos bourses des acteurs qui ont moins de 20 ans. C'est justement parce qu'on a ces lois antitrust. Je suis pas en train de soutenir Apple sur ce truc-là. Je veux dire, la loi antitrust, c'est né aux États-Unis. Je veux dire, voilà, on se souvient tous du démantèlement. Je pense que la Commission européenne a raison dans ce qu'elle est en train de faire. C'est ça ce que non, c'est pas l'objet. Là-dessus, je pense qu'elle a absolument raison. Il y a aussi, il y a aussi aux États-Unis des actions qui sont menées pour
pour suivre les tendances qui sont les mêmes en Europe, même si en Europe, on est beaucoup plus réglementé. On parle d'Apple Intelligence. J'avais une question d'ailleurs pour toi après, Carlos, sur Apple Intelligence. Vas-y. Bah écoute... c'est toujours le bordel, quoi. Ouais, donc ils ont confirmé que c'était en retard. Alors des résultats financiers. Ça resterait... Donc et là, c'est devant les résultats, devant les actionnaires, c'est marqué dans le marbre. Il ne faut pas déconner. Là, tout à fait. Donc ils ont annoncé que, grosso modo, il y avait du retard et il y aurait encore du retard. Et donc on aura l'Apple Intelligence en 2030. Peut-être pas en 2030, mais en tout cas, Siri ne serait pas prêt d'arriver peut-être au mieux d'ici la fin de l'année, mais ce n'est pas garanti. Ouais. Et moi, je vous recommande d'aller écouter l'épisode qu'on a fait avec Luc Julia. Et il publie justement au moment où on tourne l'émission, donc quelques jours avant qu'elle soit diffusée, mais un article dans Le Figaro aujourd'hui aussi, où il renfonce le clou sur Siri. J'avais juste une question, Carlos. Il s'est passé quand même... il y a un gros flottement et quand même un gros bug en matière de communication autour d'Apple Intelligence où Apple annonce publiquement des releases et des fonctionnalités qui n'existent pas. Je sais que dans la Silicon Valley et dans l'industrie de la tech en général, annoncer des releases qui n'existent pas, c'est le quotidien, mais pas chez Apple, et encore moins faire des démos qui sont imaginaires. Est-ce que quelque part, ce qui se passe en ce moment les arrange aussi un petit peu parce qu'on ne parle pas du vrai problème chez Apple, à savoir qu'Apple a menti? Moi, je pense qu'Apple est dans les choux complets sur la notion d'AI. Ils le savent. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'ils adoptent maintenant une communication dont on n'avait pas l'habitude. Parce qu'il faut exister face au marché. Face à OpenAI, notamment. Exactement, face à OpenAI, face à d'autres acteurs et face aux Chinois. La compétition sur les smartphones ou à Samsung, les Coréens. L'AI, elle débarque chez eux et elle est réelle. Donc, il y a un véritable problème chez Apple, c'est qu'ils n'ont pas les compétences en interne. Ils ont un retard colossal et ils n'arrivent pas à recruter de compétences. Alors, même s'ils recrutent des gens de chez Google, il n'y a rien qui se produit. Gian Andrea, je crois que vous allez en parler. Ils font une annonce. C'est pas un inconnu dans l'IA, Gian Andrea. C'était le ponte de l'IA chez Google, quand même. C'est fou qu'ils aient raté ce virage, quoi. Moi, je comprends toujours pas. Non, je comprends pas. Moi non plus. J'ai acheté, ma fille a acheté le nouvel iPhone. Moi, j'ai le vieux, mais du coup, j'ai regardé. Conçu pour Apple Intelligence, qui est le nouveau Siri qui n'est pas arrivé, c'est ça, en clair? C'est là où il a menti, Apple. Où elle a menti. Ouais. Mais le Siri, ils n'arrivent pas à se débarrasser non plus de Siri, quoi. Tu vois, on s'est dit, mais Siri renaît de ses cendres. Bah non, il n'y a rien, quoi, en fait. On est... c'est naze, quoi. C'est complètement naze. Allez, on arrête de tourner le couteau dans la plaie. Heureusement. Apple appelle Claude à la rescousse. Ouais, donc... C'est qui ce Claude? Pour les développeurs, ouais. Ouais, tout à fait. Donc en fait, ils ont fait appel à Anthropic et donc à leur LLM et leur outil de l'équivalent du ChatGPT. Et en fait, il se pourrait que soit annoncé à la DubDub, donc début juin, dans un mois, là maintenant, quasiment jour pour jour. 9 juin. 9 juin, mais ça, on est à quasiment, au moment où l'émission sera diffusée, ça sera exactement un mois jour pour jour. Vont annoncer qu'il y aurait la possibilité d'avoir un LLM orienté développeur dans Xcode. Et le partenariat serait fait avec Claude, donc fait par Anthropic, et pas forcément par ChatGPT. Donc, tu vois, on sent qu'il s'ouvre toutes les portes. On abandonne le projet maison, c'est tout ça qui est aussi intéressant. Et en quoi c'est important pour les développeurs d'avoir ce type d'outils? Parce qu'aujourd'hui, il est indispensable de disposer de ce type d'outils pour développer, si on veut vraiment être productif, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, moi, je passe pas une journée sans faire une ligne de code aidée par de l'IA. Tout à l'heure, je faisais des requêtes SQL, mais d'une complexité, j'avais arrêté de les faire parce que c'était... Aujourd'hui, j'ai plus peur, quoi. Enfin, j'ai filé mon modèle et je dis... C'est vraiment stratégique, ce virage. Hier, je rédigeais ma newsletter qui est partie ce matin sur mon sujet des actes immobiliers. À un moment donné, j'ai un tableau qui fait 600 000 lignes et 71 colonnes. Je lui dis, j'ai extrait ces 3 informations, voilà le fichier, est-ce que tu peux juste me donner? Et il m'a fait une analyse qui a complété ce que j'avais fait. Je me suis dit, mais c'est juste brillant. Sur 2 points, il m'a rajouté 2 points, il m'a dit, ça, c'est là, tu as raison, là, tu as raison, là, tu as raison. Et il dit, tu n'as pas parlé de ça. Je dis, putain, merde, pourquoi j'ai pas parlé de ça? Et dans les données, il est allé me chercher. Donc aujourd'hui, pour moi, on est des développeurs augmentés, on est des humains augmentés, on est des travailleurs.
Aujourd'hui, on t'enlève l'ordinateur portable, tu sais plus travailler. On t'enlève le téléphone portable, tu sais plus travailler. On t'enlève Internet. Regarde ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal. Les gars, une journée, les gens te disent on sait plus rien faire. On ne sait même plus s'informer. Il faut une grosse batterie. Voilà. Non, ça ne savait même plus s'informer, ils n'avaient plus de réseau. Allez, on va essayer de répondre à Je pense que là-dessus, il faut bien comprendre. Hein. Je ne sais pas si ici dans la Silicon Valley, tout le monde est persuadé que 95% du code généré sera généré par IA d'ici 12 à 18 mois. Ça, tout le monde se prépare à ça et tout le monde travaille à ça. Donc, c'est pas étonnant que Apple, y compris dans ses outils de coding, dans Xcode, ils doivent intégrer quelque chose. Ça, c'est le codeur aujourd'hui. Il va disparaître. Mais attention, l'ingénieur va rester. On a fait une émission dans Silicon Carnet sur la startup zéro employé et on a beaucoup parlé de ça. Mais ça, c'est une évidence. Oui, je suis d'accord avec Laurent là-dessus. Hein. Christophe, pour conclure. Non, mais j'acquiesçais tout simplement parce que c'est ce qu'on vit au jour le jour chez Underside. Aujourd'hui, tu as tout un tas de nos projets qui avant auraient été faits exclusivement par des développeurs qui aujourd'hui sont faits par nos ingénieurs de UI, UX, même voire marketeurs, tu vois. Donc, et effectivement, ils utilisent ces outils-là partiellement avec de l'IA, partiellement avec des objets à déplacer, etc. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, les clients sont contents, c'est rapide, c'est efficace. Donc oui, bien sûr, c'est les gens qui... et là, on en revient vraiment au vélo pour l'esprit, en fait. C'est les gens, en fait, qui auront l'imagination et la créativité, qui pourront finalement réaliser les choses. En tout cas, la prochaine WWDC s'annonce vraiment intéressante à suivre. Je ne sais pas si elle sera passionnante, mais en tout cas intéressante. Et les équipes du Team Goo vont être obligées de jouer un petit partition et un jeu de claquettes assez intéressante pour nous expliquer comment ils vont raccrocher tous ces wagons. En tout cas, ils en prennent le chemin, notamment avec Claude. Voilà pour le busomètre. On enchaîne avec une question toute simple. Est-ce que la production d'iPhone aux États-Unis est réaliste? Oui ou non? On y répond.